Bonjour à tous, je vous propose ce matin d'écouter un débat sur l'évolution des péréquations communales, intercommunales et départementales. Ce débat a été demandé ici au Sénat par le groupe des radicaux. Alors la péréquation, c'est un vrai sujet pour les collectivités. C'est la question de la redistribution des deniers publics entre collectivités riches et pauvres. Le projet de loi de finances 2014 qui vient d'être voté modifie les critères de redistribution. Un département riche se voit amputé d'une partie de ses allocations, d'autres sont plus favorisés. Le Sénat, qui est la chambre des collectivités, souhaite donc débattre de ces questions. Je vous propose donc de se diriger tout de suite vers l'hémicycle. L'ordre du jour appelle le débat sur l'évolution des péréquations communales, intercommunales et départementales après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014. Il s'agit d'une demande du groupe RDSE. La parole est donc tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. Il s'agit de Monsieur Jacques Mézard, président du groupe RDSE, pour 20 minutes. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre groupe a proposé ce débat sur l'évolution de la péréquation dans le financement de nos collectivités locales. C'est un sujet sur lequel nous sommes beaucoup intervenus, les uns et les autres, et qu'il est naturel d'aborder au Sénat, qui a encore pour quelque temps, en application de l'article 24 de la Constitution, la mission d'assurer la représentation des collectivités locales. Permettez-moi d'ailleurs de vous rappeler le rapport d'information que nous avions commis, notre collègue Rémy Pointereau et moi-même, début 2010, dont le titre est « Vers une dotation globale de péréquation à la recherche d'une solidarité territoriale ». Je crains qu'il ait subi le sort de nombre de rapports parlementaires. Notre système de financement des collectivités territoriales est à bout de souffle, parce que tous les gouvernements ont reculé devant le risque de réaction, d'impopularité des réformes profondes de la fiscalité, dont la fiscalité locale. Bien sûr, pour toute réforme fiscale, ceux qui en bénéficient restent en général silencieux, même si certains n'ont pu cacher leur jubilation dans leur département récemment. Ceux qui y perdent crient à la spoliation, encore plus lorsqu'ils ont l'habitude de hurler la bouche pleine. De fait, les réformes institutionnelles concernant les collectivités patinent, voire échouent lorsqu'il n'y a point à la clé de dotation significative. La loi Chevènement sur l'intercommunalité, grande réussite, doit son succès certes à sa pertinence, mais aussi à l'abondement de dotations DGF. De la question de la révision des valeurs locatives à celle de la réforme des systèmes de dotation de l'État, chaque gouvernement étudie, consulte et, in fine, applique le principe de la transmission de la patate chaude. Le résultat de plus de 30 ans de tergiversation, de renoncement, pour tout dire de manque de courage politique, est catastrophique. Aujourd'hui, mes chers collègues, gouverner n'est plus prévoir, c'est le plus souvent renoncer. Le dossier de la fiscalité locale des ménages est aujourd'hui beaucoup plus lourd, dans tous les sens du terme, que celui de l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas un énième groupe de travail ou un nouveau haut conseil ou haute autorité qui résoudra le problème. Les éléments techniques sont connus par les gouvernements successifs. Ce qu'il faut, c'est arbitrer. Aujourd'hui, sur ce plan, l'inégalité entre les territoires et entre les citoyens est considérable, profondément injuste, de plus en plus souvent insupportable. Lorsqu'on constate, et c'est un exemple que je prends souvent, qu'à capital foncier égal, par exemple un petit logement de 300 000 € à Paris, qui est un beau logement dans nombre de nos villes moyennes, qu'il soit
ce capital de 300 000 €, ce capital foncier à Paris, à Levallois, à Neuilly, eh bien, son propriétaire paie souvent 10 fois moins d'impôts locaux que l'habitant de ville moyenne du Limousin, d'Auvergne, voire du Rouergue, Madame la Ministre. On a la démonstration non seulement d'une injustice criante, mais de blocages structurels qui brisent toute politique forte d'aménagement du territoire. Le fossé continue de s'agrandir entre les territoires, les services aux citoyens ne sont pas comparables, les équipements publics pas davantage, ni la politique de développement économique. Cela a des conséquences dans tous les secteurs de la vie nationale et la crise du logement en est un exemple frappant. Mener une politique d'aménagement du territoire, c'est faciliter les transferts d'habitants des zones tendues vers les zones détendues, au lieu de poursuivre la désertification de nombre de territoires ruraux. Madame la ministre, le gouvernement a annoncé que les concours aux collectivités locales devaient être réduits de 1,5 milliard d'euros chaque année pour contribuer à la réduction des déficits publics. Nous l'entendons et pour la plupart d'entre nous, nous le comprenons. Si cette décision n'a pas un lien direct, en tout cas de cause à effet, avec la péréquation, il est néanmoins évident que diminuer le montant des dotations de l'État aux collectivités, cela peut avoir et aura des conséquences directes pour le fonctionnement des collectivités, et d'autant plus lourdes pour les collectivités les plus pauvres, avec les plus faibles potentiels fiscaux et économiques. Une politique de péréquation est d'autant plus nécessaire, mais aussi d'autant plus difficile à faire quand les budgets sont plus contraints. En ce qui concerne la péréquation verticale, celle de l'État vers les collectivités et l'évolution du système de la DGF, il serait fallacieux, et nous ne l'avons jamais prétendu, nous, de prétendre que ce système n'est pas péréquateur. La seule question, l'est-il suffisamment ? Des modifications s'imposent en raison du trop grand nombre et de l'importance des dotations de compensation au sein de la DGF. Or, les dotations de compensation ont un faible effet péréquateur et, dans certains territoires, ont accru les inégalités. De plus, la DGF fut construite sur un modèle économique assis sur la croissance et devient contrainte avec la dégradation des conditions économiques. La péréquation dans la DGF revêt alors malheureusement trop un caractère résiduel. Madame la ministre, nos territoires, leurs élus, leurs citoyens ont besoin de mesures lisibles, compréhensibles, de choix transparents, surtout émanant de ceux qui se veulent et se proclament tous les jours les apôtres de la transparence. En matière de fiscalité locale, comme ailleurs, les élus de nos territoires, nos concitoyens veulent des mesures de justice et non des arrangements entre amis ou des compromis entre grands élus. Les dispositifs de péréquation, malgré les nombreuses révisions dont ils ont déjà fait l'objet, n'ont pas permis de corriger les inégalités territoriales existantes. Cela s'explique certainement en grande partie par l'instabilité et la diversité des critères pris en compte, à la fois pour définir les contributeurs et les bénéficiaires de ces fonds de péréquation. Ces critères ne cessent d'évoluer au fil de chaque loi de finances pour renforcer encore la complexité et l'illisibilité de cette péréquation. On aboutit à une multiplicité de dispositifs qui se contredisent quand ils ne s'annulent pas. On ne peut pas dire que les 2 dernières lois de finances initiales aient contribué à pallier à ce manque de cohérence. Bien au contraire. Que s'est-il passé fin 2012 lors de la discussion du PLF pour 2013 ? Faut-il, je crois qu'il le faut, oui, rappeler l'adoption d'un amendement scélérat en 2e lecture du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale fin 2012, modifiant profondément les critères de répartition des fonds de péréquation des DMTO et de la CVAE, au détriment de nombre de départements ruraux et à la faveur de départements plus riches, plus peuplés, et ce sans aucune simulation, en tout cas communiquée. L'absence de simulation rendue publique a toujours été une des principales faiblesses, dénoncée sur tous les bancs, dans tous les rapports, y compris, Madame la Ministre, l'excellent rapport que vous présentiez
avec notre collègue Charles Guené sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. Excellente lecture que je conseille à tous nos collègues. Suite à ce vote de fin 2012, en catimini par l'Assemblée nationale, nous avions à l'époque, dans une grande solidarité, mais ce n'est pas forcément durable la solidarité, nous avions, mon ami Gérard Miquel et moi-même, avec plusieurs collègues des autres groupes, plusieurs présidents de groupe, y compris d'ailleurs le président du Sénat, interpellé le Premier ministre qui s'était engagé à revoir ses critères au cours de l'année 2013. Une promesse qui n'a pas été véritablement tenue. En août 2013, nous apprenions la répartition de la deuxième enveloppe du Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, alimenté par un prélèvement de 170 millions d'euros sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce dispositif ponctuel, destiné à accorder un ballon d'oxygène, je cite, aux départements qui ne pouvaient plus faire face à l'accélération de la montée en charge des dépenses sociales, fut réparti en deux enveloppes de 85 millions d'euros. La première répartie selon un indice synthétique défini dans la loi de finances pour 2013. La seconde enveloppe bénéficiant à un nombre bien moins important de départements selon des critères définis ultérieurement par le gouvernement et qui n'ont pas été sans poser de questions. Dois-je rappeler que le principal bénéficiaire, ou l'un des principaux, fut le département de la Corrèze avec 13 millions d'euros. Ce dispositif ponctuel n'apportait de toute façon aucune solution pérenne. Par conséquent, la question de l'extrême fragilité financière des départements, qui s'est aggravée ces dernières années sous les gouvernements successifs, est revenue sur le devant de la scène tout au long de l'année 2013. Résultat, de nombreuses mesures de la loi de finances pour 2014 visent justement à permettre aux départements d'assumer la charge exceptionnelle que représentent les allocations individuelles de solidarité. Je ne m'attarderai pas sur la mise en place d'un fonds pérenne de 100 millions d'euros par an destiné aux collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques. Cela va à l'inverse de la péréquation, c'est une récompense aux mauvais gestionnaires, qui sont parfois et souvent les mêmes qui instrumentalisent en sous-main les réformes de la péréquation à leur profit. C'est une intégration de l'aléa moral dans la loi. Sur les dispositions de la loi de finances pour 2014 qui visent à soulager les départements, tout d'abord, une nouvelle ressource fiscale est attribuée aux départements. Les frais de gestion perçus au titre du foncier bâti, nouvelles recettes fiscales réparties selon des critères de ressources et de charges qui n'étaient pas définis dans le texte initial et qui l'ont été en première lecture à l'Assemblée nationale. Ces nouvelles ressources seront réparties entre les départements en deux fractions. 70% proportionnellement au reste à charge du département pour financer les allocations de solidarité et 30% suivant une logique de péréquation en fonction d'un indice synthétique inspiré de celui du fonds de secours de l'année précédente. Deuxièmement, les départements sont autorisés à relever temporairement les droits de mutation à titre onéreux de 3,8 à 4,5%, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés. Et lorsque cette mesure avait été annoncée dans le cadre du pacte de confiance entre l'État et les collectivités de juillet 2013, certains présidents de conseils généraux, y compris chez nos collègues socialistes, n'hésitaient pas à déclarer, je cite par exemple notre collègue Jean-Jacques Lozach dans la Gazette des communes le 11 septembre 2013, « Ce type de déplafonnement n'est pas une mesure de péréquation, c'est même contraire à la solidarité. » Dont acte. Quant au rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée, M. Eckert, il s'est montré réservé et dans son rapport, il est indiqué en premier lieu le ciblage de ce dispositif est incertain. Les départements les plus pauvres, notamment ruraux, se caractérisent par un volume réduit de transactions portant sur des biens dont la valeur moyenne est faible. Ils ne seraient donc pas en mesure de générer des recettes substantielles grâce au dispositif. Conscient des limites et des problèmes posés par cette mesure, votre gouvernement a d'ailleurs, c'est là d'ailleurs que la complexité et la perversité du dispositif se précisent. En corollaire de cette augmentation facultative et temporaire des DMTO, fait adopter un amendement créant un nouveau mécanisme de péréquation de cette ressource, ce nouveau fonds de solidarité, alimenté par un prélèvement uniforme de 0,35%, perçu par les départements qui se superpose au fonds existant. Ce dispositif a prévu que l'ensemble des prélèvements effectués
au titre de la péréquation des DMTO serait plafonné à 12% du montant des DMTO de l'année précédente. Quant au reversement des ressources de ce nouveau fonds de solidarité, il va s'effectuer en fonction d'un indice synthétique défini seulement, Madame la Ministre, lors de la deuxième lecture du PLF à l'Assemblée nationale, alors que le dispositif initial renvoyait à un décret en Conseil d'État. Quel curieux cheminement. Comme l'année précédente, les députés ont eu les mains libres en deuxième lecture pour fixer des critères de répartition d'un fonds de péréquation. Je dirais que c'est de la responsabilité du Sénat. Alors que ceux-ci, compte tenu des déconvenus de l'année passée, auraient bien évidemment dû être intégrés dans le texte du gouvernement dès le départ. Cela aura permis à certains départements, conduits en partie par l'ADF, cher président Sido, qui ne manque pas d'inventivité ces dernières années pour définir des indices synthétiques souvent abscons, de faire leurs arrangements avec le gouvernement et de définir les critères qui leur sont le plus favorables. Les principes de justice, d'équité et de solidarité qui sous-tendent la péréquation ont donc été en 2013 et en 2014 largement mis de côté. Le système du reste à charge, mis en place soudainement lors de la discussion du PLF 2014, ne nous trompe pas. Son ingénieux promoteur a permis de satisfaire les appétits de ceux qui étaient bien servis en 2013, avec une partie de ceux qui l'étaient moins bien. Divine surprise ou fausse surprise pour le Lot, la Corrèze, la Seine-Saint-Denis, et j'aurai la décence de ne pas citer d'autres bénéficiaires, dont certains qui m'en ont parlé ne s'y attendaient même pas. Confère Haute-Pyrénées. J'ai là, sous la main, la presse hebdomadaire, cher Gérard Miquel du Lot, du 25 décembre 2013. Lisez le titre, département, le Père Noël est passé, une aide inespérée de 13 millions d'euros. Et je cite le président Miquel dans ce journal qui a qualifié cette enveloppe d'historique et qui ajoute: on a fait du travail de lobbying pour faire accepter cette idée. Bravo, cher président Miquel. Mais vous me permettrez de dire quand même quelle image de notre belle République. De fait, Madame la Ministre, pour faire ces cadeaux de Noël, vous avez fait davantage de la compensation que de la péréquation. Je croyais qu'à Noël, on récompensait surtout les enfants sages. Je me suis trompé. On récompense surtout les enfants dissipés, les départements endettés, à commencer par la Seine-Saint-Denis, le Nord, la Corrèze, les ultramarins. Si j'en crois nombre de médias nationaux dont j'ai fait lecture, le président de la République lui-même est qualifié de généreux Père Noël de Tulle. Et le maire de Tulle lui-même a précisé: à Tulle, on n'est pas arrosé, nous sommes humidifiés. Permettez à ceux qui ont soif, souffrant d'une sécheresse pesante, de vous dire, Madame la Ministre, donnez-nous un peu d'eau. Il est fallacieux de présenter le critère du reste à charge sorti du chapeau au dernier moment comme le critère de l'équité. Tout d'abord, après mise en place de ce critère, vous n'aurez pas amené au même niveau de reste à charge par habitant tous les départements. Bien loin de là, puisque nombre de départements ont un niveau de reste à charge par habitant très inférieur à la moyenne d'environ 70 € par habitant. Je peux prendre l'exemple des Hauts-de-Seine qui doit être à moitié. On ne peut pas, dans un système de péréquation équilibré, ne pas tenir compte de manière primordiale de la capacité structurelle de chaque département à financer le reste à charge. La question des ressources, du potentiel fiscal de chacun des départements est essentielle. C'est la question de l'indicateur de richesse. Je rappelle que ce sont les départements les moins riches, les départements qui ont le moins de DMTO par exemple, qui doivent augmenter les taux, quand ceux qui ont le plus de recettes voient leur prélèvement écrêter, ce qui réduit considérablement l'abondement du fonds. Madame la Ministre, il n'est ni juste ni raisonnable de procéder à des modifications du système de péréquation dans l'opacité de chaque loi de finances, après de discrètes négociations majoritairement arbitrées dans les conditions que nous savons. Mais avant, vous me direz, c'était la même chose. D'où ma question à laquelle je vous demande de répondre clairement.
dans la transparence qui nous est si chère à tous. Allez-vous revoir le dispositif contenu dans la loi de finances 2014 ? Si oui, quand et avec quels objectifs ? De tout cela, il résulte quand même un sentiment d'injustice partagé par un grand nombre de collectivités. Nous nous éloignons un peu plus à chaque loi de finances de la transparence et de la justice. Les critères, très différents, tantôt basés sur des indices synthétiques de ressources et de charges, sur des recettes fiscales potentielles ou réelles, sur certaines ressources uniquement, font bien ressortir les difficultés qui s'opposent à la définition d'une péréquation juste et efficace. Et surtout aussi les montants. Quels sont les bons critères ? Le Parlement, privé de moyens d'évaluer l'impact des dispositions, ne disposant d'aucun outil permettant d'établir des simulations, est malheureusement beaucoup trop dépendant de l'exécutif pour le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, pour trouver les bons critères de répartition, il convient de s'accorder sur les objectifs de cette dernière. Dans le rapport de 2010 sur la péréquation, nous avions conclu avec Rémy Pointereau, pour juger du caractère optimal d'un système de péréquation, il convient d'abord de définir des objectifs clairs et lisibles, acceptés par l'ensemble des acteurs, collectivités bénéficiaires et contributrices, accompagnés de moyens budgétaires suffisants destinés à les atteindre. Un rapport rendu un an plus tard par le groupe de travail mis en place par la Commission des finances concluait pour sa part très justement « La transparence passe par la définition de règles simples et compréhensibles par tous, alors qu'aujourd'hui, la multitude des paramètres, des conditions, des particularismes aboutit à ce que l'application de la loi contredit l'objectif fixé par le législateur et j'ajouterai même l'objectif, ça je l'ajoute personnellement, fixé par la Constitution en son article 72.2. Même si les dispositifs ont évolué, ces commentaires restent d'une frappante actualité. Nous considérons aussi, nous, et c'est juste, il faut que chacun puisse exprimer ce qui ressort de nos territoires que nous représentons encore, que les territoires ruraux et hyper-ruraux font bien partie des plus défavorisés, pas uniquement en vertu de critères économiques de répartition des ressources, mais parce qu'ils souffrent d'inégalités dans tous les domaines, santé, transport, éducation. Pour nous, et je conclus ainsi, Madame la Ministre, la péréquation doit contribuer à corriger toutes ces inégalités. Peut-être serions-nous bien inspirés de méditer l'exemple suédois en la matière, pour une fois, qui prévoit que l'objectif de la péréquation est de résorber les disparités d'offres de services publics pour garantir une offre égale sur le territoire. Voilà, Madame la Ministre, les observations qui sont les nôtres, qui sont celles de notre groupe. Je sais que vous êtes attentive à tous ces problèmes, que vous avez beaucoup travaillé avec beaucoup de conviction et beaucoup de courage, parce que s'il est un dossier qui est difficile, c'est bien celui-ci. Mais le service de la République nécessite ce courage. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Éric Bocquet pour 8 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il n'est jamais inutile de remettre sur le métier le débat de la péréquation financière entre les différents niveaux de collectivité de notre pays, débat non abouti, très ancien, si j'en juge par cette citation de Tocqueville qui disait « Chacun a remarqué que de notre temps, et spécialement en France, cette passion de l'égalité prenait chaque jour une place plus grande dans le cœur humain. » Ces propos datent de 1835, presque 2 fois centenaire et pas une ride. L'égalité de traitement n'est toujours pas acquise, ne serait-ce qu'au niveau du montant de la dotation globale de fonctionnement, par exemple, qui vous procurera 64 € par habitant si votre commune en compte 1 millier, par exemple, et 128 € si elle en compte 100 000. La campagne des élections municipales est désormais largement engagée dans notre pays par des centaines de milliers de candidats dans les 36 000 communes de France, engagement de citoyens ordinaires, non pas avides de gloire et de pouvoir, mais soucieux de l'intérêt général et de faire vivre en même temps la démocratie dans la proximité. Les questions financières, pour faire face aux besoins de la population, seront donc évidemment au cœur de la campagne, et donc aussi celle de l'égalité de traitement
entre territoires urbains et ruraux, par exemple. Question centrale dont nous débattons ce matin au Sénat. La proposition de nos collègues du groupe RDSE est donc tout à fait pertinente. Il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. La péréquation est devenue un passage obligé dans la définition chaque année des concours de l'État aux collectivités locales. L'affaire prend un tour particulier cette année et pour les années à venir, puisque l'enveloppe globale des dotations a été soumise cette année à une réduction sensible de 1,5 milliard d'euros. On ajoute donc dans les faits, à l'injustice de la réduction de l'enveloppe globale, une discrimination dans le degré de punition imposé à chacun selon les critères, au demeurant discutables parfois, qui continuent pour le moment de servir à définir une collectivité « pauvre » entre guillemets. En oubliant par exemple qu'une commune comme celle de Saint-Pierre-des-Corps, dont notre collègue Marie-France Beaufils est l'élue, est considérée comme riche d'un potentiel financier important, alors même que les bases d'imposition présentes sur le territoire de la commune alimentent dorénavant les caisses de la communauté d'agglomération. Et ce, alors même que la majorité de sa population n'acquitte pas l'impôt sur le revenu de par la modicité de ces mêmes revenus. À la vérité, ce débat sur la péréquation doit justement être l'occasion, non pas de nous demander comment être juste dans un cadre de politique d'austérité, on n'est jamais juste en appliquant une telle politique, selon nous, mais bien plutôt de constater à quel point le débat sur les finances locales appelle des modifications sensibles et des évolutions majeures. Comment, en effet, parler de péréquation alors même que la logique de métropolisation, qui va, dans les faits, dresser les collectivités territoriales et leurs groupements les uns contre les autres, dans une guerre sans merci et une compétition sans fin entre les territoires, semble vouloir s'imposer et créer les conditions de difficultés nouvelles. Comment parler de péréquation encore, alors même que le pouvoir de décision fiscale des régions est réduit à sa plus simple expression, que celui des départements n'est guère plus vaillant et que les communes sont invitées à se regrouper, sous peine de voir leur dotation globale de fonctionnement descendre peu à peu aux enfers. Comment, enfin, parler de péréquation alors même que les politiques budgétaires mises en œuvre intègrent des logiques libérales qui créent lentement, mais sûrement, dans certaines régions de France, de véritables déserts du service public, la fermeture de la poste ayant de peu suivi ou précédé celle de l'école, de la perception ou encore celle de la subdivision de l'équipement. Les communes de notre pays n'ont pas la même taille, la même sensibilité politique et leurs populations sont fort disparates, de 2 résidents permanents à Magastres, dans les Alpes de Haute-Provence par exemple, à plus de 2 millions ici même à Paris. De la même manière, les départements et les régions français ne sont pas logés à la même enseigne, ou plutôt si. Leur degré d'insertion dans la vie économique du pays, mais aussi plus largement dans les relations avec le reste du monde, entre guillemets, est assez variable, quand bien même nous plaçons, au titre de la politique régionale de l'Union, 9 de nos 22 régions de métropole parmi les 29 plus riches régions économiques de l'Europe. Seulement voilà, même si l'Île-de-France se positionne comme la première région d'Europe en termes de richesse produite, elle demeure, sur un strict plan politique, un nain au regard des pouvoirs et capacités financières des Länder allemands, des grandes régions italiennes et même des communautés autonomes espagnoles. Et la péréquation, si elle ne part que des sommes que les régions ou les départements gèrent en direct, ne peut que demeurer limitée et, par certains côtés, contre-productive. Si les élus de Seine-Saint-Denis, quelle que soit leur étiquette politique, se battent pour que ces blessures ouvertes de la crise des années 70 et 80, que sont les friches industrielles, soient peu à peu refermées et que de nouvelles activités économiques s'y implantent, est-il nécessairement juste que le produit de cette action, c'est-à-dire l'ensemble des transactions immobilières qui se trouvent ainsi réalisées, soit en partie confisqué aux habitants du département et que les finances départementales s'en trouvent de fait dépourvues. C'est pourtant ce qui se passe quand on décide de prélever une partie du produit des droits de mutation à titre onéreux, sans considération aucune pour l'usage qui pourrait en être fait. Il ne peut y avoir de péréquation sans recettes fiscales nouvelles. Dans un schéma financier où le niveau des concours budgétaires de l'État aux collectivités locales connaît une réduction programmée, notamment par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017, votée ici majoritairement, la péréquation est un peu comme un poison atténué. L'affaire ne va d'ailleurs pas s'arranger puisque la réforme du mode de scrutin cantonal emporte, entre autres conséquences, de faire perdre la qualité de bourg-centre à plusieurs centaines de chefs-lieux de canton de notre beau pays. Conséquence,
Nous aurons toujours un bel outil de péréquation, à savoir la dotation de solidarité rurale, mais il est probable que 180 millions d'euros environ de celle-ci n'iront plus là où ils étaient jusqu'ici distribués. Mes chers collègues, non, décidément non, il ne peut y avoir de péréquation sans recettes nouvelles. J'en suis d'autant plus convaincu, mes chers collègues, que nous avons un premier problème toujours non résolu. Notre groupe CRC avait fait discuter d'une proposition de loi défendue ici même par notre collègue Gérard Lecam il y a quelque temps sur le sujet, proposition rejetée par le Sénat, même si concession fut faite que le problème se posait bel et bien. Il ne suffit pas de sacraliser la commune et ses élus locaux dans les discours souvent tenus ici. Un acte de reconnaissance véritable de ces fantassins de la République consisterait à rendre à la dotation globale de fonctionnement sa vertu péréquatrice. Une vertu qu'elle peut développer sans nuire, comme cela s'est trop souvent vu, à son caractère fondamental, celui d'apporter réponse aux besoins des collectivités. Je ne parlerai pas des conséquences en perte de ressources de la réforme de 1989, de celle de 1993, de la création de l'enveloppe normée et, pour finir, de la DGF version Sarkozy qui est restée gelée ou quasiment gelée pendant 2 ans. La péréquation de la misère, c'est la misère de la péréquation. Une recette fiscale nouvelle mettant à contribution les revenus et actifs financiers des entreprises, par exemple, devrait être promue et constituer ainsi l'élément pivot d'une véritable péréquation des ressources entre collectivités. Sortons de la nasse dans laquelle les élus locaux sont aujourd'hui empêtrés, entre des dépenses contraintes de plus en plus prégnantes et des ressources financières de moins en moins maîtrisées, faute de pouvoir en fixer le rendement. Oui à l'intervention publique locale, avec des moyens financiers globalement renforcés. Et pour conclure, n'oublions jamais, Madame la Ministre, mes chers collègues, que si dette il y a dans nos collectivités, admirablement stable depuis 30 ans, parfaitement maîtrisée, rappelons qu'elle sert l'investissement, donc la croissance, contrairement à celle de l'État qui comble le déficit. Les collectivités, il faut les choyer, car elles ne sont pas une charge, mais un levier pour notre pays en crise. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Yannick Botrel pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, voici quelques semaines, ici même, à l'initiative du groupe CRC, était examinée une proposition de loi portant sur la revalorisation de la dotation globale de fonctionnement attribuée en particulier aux communes rurales. Il en a été fait état par l'orateur précédent. En l'occurrence, il s'agissait d'évoquer un aspect important, certes, mais parcellaire néanmoins, des concours de l'État aux collectivités dans leur généralité. En conclusion du débat que je viens de rappeler, Madame la ministre déléguée à la décentralisation a déclaré tout son intérêt pour la question posée par la répartition de la DGF, renvoyant à l'organisation d'une réflexion approfondie avec les différentes parties au mois ultérieur, c'est-à-dire en 2014, et nous y sommes. Ce qui a été entendu au cours de la discussion, entre autres arguments, est la nécessité d'examiner la question des finances des collectivités dans son aspect global désormais, et il est vrai que la variété des situations exige cet examen. Cette question de la DGF est évidemment à mettre en lien avec celle évoquée aujourd'hui de la péréquation, puisque la péréquation s'opère en son sein. Au titre de la loi de finances 2014, les collectivités sont appelées dès cette année à participer à l'effort collectif de redressement des finances de la France par une réduction de l'enveloppe de la DGF qui leur est attribuée dans leur ensemble. Cette enveloppe sera diminuée de 1,5 milliard, cela a été rappelé, ramenée donc à 40 milliards, précisément à 40 milliards 100 millions d'euros, et l'effort sera poursuivi et même renforcé en 2015. Les collectivités, il est juste de le rappeler, ont déjà commencé à participer à cet effort, puisque le gel de l'enveloppe normée en valeur est effectif depuis 2011, et qu'à cet égard,
Les collectivités, quelles qu'elles soient, ont déjà contribué, du fait de l'érosion monétaire, à hauteur, si l'on en croit les experts, de l'ordre de 4 milliards d'euros. Mais il est juste de rappeler aussi que cette cristallisation ne s'est pas avérée, dans la période récente, antinomique de la progression des dotations de péréquation. Dans les années écoulées, en particulier cette année même, l'effort à accomplir, l'effort demandé, va se trouver modéré par des mesures appropriées, justifiées par la compensation, entre autres, des transferts de charges. Les conseils généraux qui ont été cités, et ceci à juste raison, si l'on considère qu'ils portent les politiques de solidarité sociale à travers les 3 prestations d'autonomie, de handicap, de solidarité active, vont pouvoir bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de 827 millions d'euros au terme d'une négociation ouverte et positive entre l'ADF et le gouvernement. On peut porter évidemment tous les jugements qu'on veut en fonction de certaines situations sur le résultat de cette négociation. Mais la méthode et ce résultat sont à saluer particulièrement. Les deux contrastent avec la période précédente, durant laquelle les budgets des conseils généraux se trouvaient pris en tenaille inexorablement entre une augmentation des charges liées aux compétences transférées et une réduction tout aussi inexorable de leurs recettes du fait de la crise et de la chute des droits de mutation à titre onéreux, mais aussi, en définitive, du peu de cas de l'État à leur endroit et aux revendications exprimées en ce temps. Au titre de la péréquation verticale, lors de l'année écoulée, la dotation de solidarité urbaine a connu une progression notable de plus 8,75%, soit une augmentation de 119 millions d'euros, et la dotation de solidarité rurale une progression de 78 millions d'euros. De la même manière, la loi de finances initiale de 2014 prévoit cette année encore pour ces 2 dotations une progression de 4%, nettement supérieure donc à l'inflation. Si l'on examine la péréquation entre collectivités, la péréquation horizontale donc, sa montée en puissance se confirme avec une progression de 210 millions d'euros en 2014, soit autant qu'en 2013, et le montant du fonds de péréquation intercommunale et communale va atteindre 570 millions d'euros en 2014, avec l'objectif d'aller à 1 milliard d'euros en 2016. Le constat que l'on peut faire est double. La part de la DGF consacrée à la péréquation est en augmentation constante depuis 10 ans d'ailleurs, et représente en 2013 18,2% de l'enveloppe totale de la DGF, contre 12,3% il y a 10 ans. Et par ailleurs, la péréquation verticale dépendant strictement de l'État demeure à un niveau très élevé dans l'enveloppe globale, puisqu'elle pèse 90% du total. À ceci, on pourrait encore ajouter d'autres initiatives prises en 2014 en faveur des collectivités, des départements en particulier, par le fonds de péréquation des DMTO et des régions également. L'engagement du gouvernement, à travers le pacte de confiance et de solidarité entre l'État et les collectivités, traduit concrètement son engagement très volontariste et significatif. Cependant, Madame la Ministre, plusieurs arguments plaident en faveur d'une réflexion globale portant sur la DGF en général et la péréquation en particulier. Une stratification de mesures diverses s'est produite au fil des années qui enlève de la lisibilité à cette politique. L'accroissement du nombre de dispositifs de péréquation apporte indéniablement de la complexité, puisque 14 fonds et dotations concourent désormais à cet exercice. Ceci apporte également une part de confusion, si l'on considère que, selon les critères appliqués, une commune peut être parfois considérée comme riche et contributrice au titre d'un dispositif, ou pauvre, en mettant des guillemets, et bénéficiaire au titre d'une autre. La variabilité d'un critère, parfois, peut faire basculer ces collectivités dans un camp ou dans un autre, et cela a été vu en particulier lors de l'examen, la simulation du FPIC. Il est donc à craindre que les modifications successives apportées dans la durée à la péréquation aient fini par faire perdre de vue l'architecture de l'ensemble. Bien des questions se posent qui portent tout autant sur la lisibilité des dotations, leur sécurisation dans le contexte prévu de leur réduction en valeur, sur l'équité, parfois mise en doute, ça a été le cas ce matin, des modes de calcul des attributions.
Au sein du CFL, plusieurs ont évoqué la redéfinition du critère potentiel financier, qui est souvent pris en compte, et beaucoup sont sensibles à la prise en compte de la notion d'effort fiscal, il est vrai très relatif d'une collectivité à une autre. Quant au rapport remis en juin 2013 par l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale des finances, il évoque, et je cite, « le manque d'évaluation de l'efficacité de nombreux dispositifs de péréquation en vigueur », et ce rapport critique en particulier, je cite de nouveau, « le foisonnement des critères qui nuit à la crédibilité du dispositif ». Une mise à plat devient donc nécessaire, pour ne pas dire urgente, même si à son terme le jugement qui sera porté sur le résultat le sera en fonction de la situation particulière de chacun. Notre réflexion, mes chers collègues, est globale, mais notre appréciation est locale bien souvent. La péréquation est depuis 2003 un objectif à valeur constitutionnelle et à cet égard, les sénateurs socialistes qui y sont attachés se sont constamment mobilisés depuis lors en faveur de sa montée en puissance. Ceci pour vous dire, Madame la Ministre, l'intérêt majeur que nous portons à ce débat, ainsi qu'aux réponses que vous apporterez sur les intentions du gouvernement et les perspectives que vous envisagez. Merci. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Jacques Mézard ayant largement traité des départements, je me limiterai à la question des communes et des intercommunalités. Pour nous consoler de ce que la loi de finances 2014 réduise une nouvelle année les dotations de l'État au bloc communal, moins 588 millions d'euros pour les communes et moins 252 millions d'euros pour les intercommunalités, soit moins 840 millions d'euros en tout. Donc, pour nous consoler, on nous demande de nous réjouir des progrès réalisés en matière de péréquation, sous-entendu en matière de justice. Effectivement, ça a été rappelé, péréquation verticale, la DSR progresse de 39 millions d'euros, le DSU de 60 millions d'euros, la DNP de 10 millions d'euros, soit plus 109 millions d'euros. Péréquation horizontale, le FPIC est porté à 570 millions d'euros, soit une progression de 360 millions d'euros, et le Fonds de solidarité, quant à lui, progresse de 20 millions d'euros. Bon, je veux bien, mais en quoi plus de péréquation compense-t-il moins de ressources ? Les pauvres n'en continuent pas moins à s'appauvrir, et si c'est moins vite que les autres, le résultat, de toute façon, est pire pour eux. Et puis, qu'en est-il de cette fameuse péréquation ? Premier constat, le montant des sommes en jeu est faible. FPIC, sa montée en puissance donc prévue jusqu'en 2016, où il doit atteindre 1 milliard d'euros, représenterait 2% des ressources fiscales des collectivités, ce qui reste pour le moins modeste. Et donc en 2014, avec 570 millions d'euros, on peut penser que cela représente à peu près 1% des ressources fiscales. Péréquation verticale, le montant total des trois dotations se monte à 3 300 000 euros, soit 14,4% de la DGF du bloc communal et 13,6% des transferts de l'État si on ajoute les crédits aux communes de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Des sommes donc non négligeables, mais qui restent quand même modestes. C'est mon premier constat. Le second, c'est que le mode de construction de la DGF défavorise structurellement les petites collectivités. Au sein de la dotation forfaitaire, deux dotations, directement pour la dotation de base, 6,7 milliards en 2013, du même niveau qu'en 2014, indirectement pour la dotation de garantie, 4,8 milliards, sont fonction donc, ces deux dotations sont fonction de la population. Soit au total, donc pour ces deux dotations, 1,572 milliard d'euros, que l'on comparera à la dotation superficiaire, partie elle aussi de la dotation forfaitaire, qui est censée favoriser les communes rurales, 225 millions d'euros. Donc, la dotation superficiaire,
C'est intéressant, c'est décoratif, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. Or, et c'est là qu'est le principal problème, dans le calcul de la dotation de base, tous les habitants ne se valent pas. Les habitants des communes de moins de 100 habitants pèsent 64,46 € et ceux des communes de 200 000 habitants et plus, 128,93 €, c'est-à-dire le double. Alors, on me le contestera certainement, mais j'ai quand même j'ai pris le risque, disons, de tenter d'évaluer le montant de la perte pour les communes de 1 à 1000 habitants, avec des chiffres de 2013, j'en avais pas d'autres, par rapport donc des pertes par rapport à un système où il y aurait une valeur uniforme qui serait attribuée aux habitants, quelle que soit la taille des communes. La population des communes de 1000 et moins de 1000 habitants représente à peu près 15% de la population française, d'ailleurs comme à peu près la population donc, des communes de plus de 100 000 habitants. Si ces communes de moins de 1000 habitants avaient bénéficié de la même dotation, d'une dotation moyenne qui aurait été unique pour l'ensemble des communes, elles auraient perçu autour de 1 milliard d'euros de dotation de base. Avec un coefficient moyen de 68,2 €, c'est de l'ordre de 650 millions d'euros. Manque à gagner 350 millions d'euros. Je demeure persuadé qu'au final, l'aide accordée aux communes de moins de 5 000 habitants au titre de la DSR, 969 millions d'euros en 2014, est largement neutralisée par l'usage de ces coefficients logarithmiques. C'est que, nous dit-on, les grandes collectivités ont des charges de centralité, comme si les petites communes n'avaient pas, elles, des charges de ruralité, qui tiennent aux charges liées à l'entretien de l'espace, déneigement, entretien des routes, forêts, à l'extension, nécessité d'étendre les réseaux, à la nécessité de suppléer le désengagement du service public, TNT, téléphone, agence postale, liées aussi à l'éloignement, coût du transport, liées aussi à la créativité ministérielle. Par exemple, l'aménagement du temps de l'enfant, l'accueil des élèves en cas de grève, j'en passe. Et la population de ces communes, largement d'origine urbaine maintenant, souvent peu argentée, demande pourtant les mêmes services que là d'où elles viennent, sans pouvoir en payer le prix. Alors comment justifier que ces communes soient pénalisées parce qu'au moment où la DGF a été construite, eh bien, ces communes avaient les charges qui correspondaient à des communautés agricoles qu'elles ne sont plus aujourd'hui. D'autant plus, d'ailleurs, quand on y regarde d'un peu de près, qu'un certain nombre de ces fameuses charges de centralité citadine ressemblent fort à des charges de vanité. Même discrimination s'agissant de la dotation d'intercommunalité où les habitants pèsent plus ou moins en fonction de la catégorie de PCI auquel ils appartiennent. Typologie, d'ailleurs, fortement corrélée à la taille. 24,48 € par habitant pour les communautés de communes à contribution économique transférée, 34 € pour les communautés d'agglomération, 60 € pour les communautés urbaines et les métropoles. Les métropoles, vous savez, c'est collectivités d'où ruisselle la richesse vers les territoires à charge. En l'occurrence, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse. Troisième constat et cerise sur le gâteau, des dispositifs de péréquation soigneusement bridés pour éviter qu'ils ne soient trop efficaces. Ainsi, du FPIC, là encore, la magie du coefficient logarithmique est venue modérer l'ardeur péréquatrice du législateur. Plutôt que de comparer les ressources par habitant des ensembles intercommunaux à une moyenne nationale pour la désignation des contributeurs et des bénéficiaires, on a pondéré la population de la taille des collectivités selon un coefficient qui va de 1 à 2, 1, 0 à 7 500 habitants, 2, plus de 500 000 habitants. Ainsi, une collectivité de 95 000 habitants, par la magie d'un coefficient de 1,6, se trouve dotée d'une population de 152 000 habitants, ce qui permet de minorer son FPIA de 38 %. Le dispositif, d'ailleurs, a été perfectionné plus tardivement par l'introduction du critère effort fiscal, généralement plus élevé dans les grandes collectivités que dans les petites. Ceci, d'ailleurs, en contradiction avec les appels à la modération fiscale du gouvernement. Mais la contradiction, on le sait, c'est la vie. D'où d'étranges résultats. Un exemple,
En 2013, le solde des prélèvements et reversions des intercommunalités du département des Alpes de Haute-Provence, l'un des départements les plus pauvres de France, a été négatif de 850 000 €. Dans le même temps, la contribution de la métropole niçoise aura été de 689 512 €. Personne ne nie, Madame la ministre, et encore plus en période de disette, que partager les ressources est une grande difficulté. Mais au moins que l'on s'abstienne de fausser le débat par de telles manipulations, surtout que l'on évite d'aggraver les inégalités flagrantes entre collectivités, notamment entre les petites et les grandes collectivités. Et puis aussi, puisque la richesse, comme on nous dit, est dans les grandes collectivités, pourquoi leur réserver un tel traitement de faveur? C'est peut-être parce que la réalité est sensiblement différente de ce qu'on entend nous laisser croire, et qu'en particulier, mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter lorsque le texte viendra en discussion, cette idée selon laquelle la France doit se rebâtir autour des métropoles posera plus de problèmes qu'elle n'en résoudra. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, avec l'autonomie et la responsabilité, la solidarité constitue une des 3 valeurs cardinales de l'écologie politique. Solidarité entre les personnes, bien sûr, mais aussi solidarité entre les territoires. L'esprit de concurrence qui consiste à tenter de prospérer au détriment de son voisin en accaparant les subventions publiques, les ressources naturelles ou l'activité économique ne constitue pas un projet politique viable à long terme. Le creusement des inégalités ne peut être le fondement d'une société. Les différents mécanismes de péréquation, objet de ce débat à l'initiative de nos collègues du RDSE, constituent des outils particulièrement adaptés pour mettre en œuvre cette solidarité territoriale que nous appelons de nos vœux, et en la matière, beaucoup reste à faire. Il est difficilement acceptable aujourd'hui qu'aujourd'hui, une même région, en l'occurrence Île-de-France, abrite à la fois le département le plus pauvre et le département le plus riche de France. Pour autant, nous ne pensons pas qu'il faille multiplier les mécanismes et les niveaux de péréquation de la même manière que nous ne pensons pas qu'il faille multiplier les niveaux de collectivité. Depuis longtemps, les écologistes appellent à recentrer l'architecture territoriale autour des strates régionales et intercommunales, aujourd'hui les plus pertinentes pour mettre en œuvre la subsidiarité à l'échelle de l'Europe. C'est intéressant d'avoir des échanges et d'avoir des opinions donc divergentes. C'est l'intérêt du débat. Partant de là, la mise en place dans le projet de loi de finances pour 2014 d'un fonds de solidarité pour les départements d'Île-de-France, le FSDRIF, ne nous semble pas de nature à contribuer à la clarification des échelons institutionnels, encore moins après les annonces du Président de la République laissant entrevoir à terme une fusion des départements de la petite couronne parisienne. Et cela d'ailleurs devrait être étendu, comme cela a pu être initié dans la métropole lyonnaise, car si les conseils généraux ont toujours évidemment une pertinence dans les territoires ruraux, d'évidence dans les territoires urbains et semi-urbains, leur pertinence, lorsqu'on rajoute les métropoles, devient de plus en plus modeste. Nous sommes donc d'accord, et c'est en ce sens que d'ailleurs dans les territoires ruraux, et les pays et les conseils généraux peuvent subtilement se compléter. Mais au-delà de ces questions institutionnelles, j'aimerais également aborder la philosophie qui sous-tend, d'un point de vue écologiste, la répartition actuelle des ressources entre les collectivités. Puisque le titre de notre débat nous invite à nous concentrer sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2014, j'aimerais vous parler en particulier d'un article de la seconde partie que nous n'avons pas pu examiner. Il s'agit de l'article 59, qui ne relève pas directement des mécanismes de péréquation, mais traite de la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Cet article modifie la clé de répartition de la CVAE en favorisant les territoires qui accueillent des industries potentiellement polluantes ou dangereuses. Un tel avantage existait déjà dans un rapport de 2 à 1. Cet article le porte dans un rapport de 5 à 1. De plus, le produit de la CVAE n'étant modifié que très marginalement, cet avantage sera donc consenti aux territoires concernés au détriment des autres. Ce dispositif, d'apparence technique, est lourd de sens sur le plan politique. D'abord, il tend à considérer que nuisances, pollution et risques industriels sont des fatalités.
En ce sens, il témoigne donc d'une absence de volonté de les réduire en s'y attaquant par des normes, des réglementations ou des incitations à l'investissement ciblé. Ensuite, la responsabilité des industries est ici totalement exonérée. De plus, aucune différence de traitement n'est établie en fonction de la nature ou de l'ampleur des nuisances ou des risques. Le principe pollueur-payeur, qui postule à la fois la responsabilité du pollueur et la proportionnalité entre le dégât et le dédommagement, est donc ici abandonné. Enfin, non seulement ce dispositif aboutit à augmenter les ressources des territoires qui accueillent des pollutions, sans aucune contrainte sur le fait que ces ressources serviront précisément à remédier aux pollutions qu'elles sont censées compenser, mais encore, cet avantage est consenti au détriment des territoires qui, eux, protègent leur environnement. Le payeur n'est donc plus le pollueur, mais le voisin qui refuse d'être pollué. Curieuse philosophie. Si un tel dispositif paraît nécessaire, il faudrait donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles certaines industries ne trouvent aujourd'hui pas de territoire où s'implanter, plutôt que d'offrir aux élus locaux suffisamment d'argent pour qu'ils ne puissent plus, alors que parallèlement l'austérité conduit à baisser les dotations, refuser une dégradation de la qualité de leur territoire ou une mise en danger de leurs administrés. Je suis persuadé que sur les bancs de l'ensemble de nos sensibilités, cette interrogation doit être examinée très sincèrement, car là, il y a un sujet qui dépasse les questions droite-gauche. Plus généralement, au-delà de cet article, force est de constater que le système n'encourage pas les collectivités à préserver leur environnement. En effet, une politique environnementale locale profite à un territoire potentiellement très large, alors que le bénéfice économique de l'urbanisation ou de l'implantation d'activités polluantes se concentre pour l'essentiel à la collectivité qui les développe. Pour tenir compte de la contribution à l'intérêt général des collectivités qui préservent l'environnement, il pourrait être ajouté un critère de biodiversité au calcul de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le Grenelle de l'environnement. C'est une proposition du Grenelle de l'environnement, souvent reprise, notamment dans l'excellent rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à l'environnement, mais jamais appliquées. Et donc, je forme donc le vœu, Madame la Ministre, car j'ai centré mon propos sur ce sujet, et mes chers collègues, que nous puissions rapidement avancer sur ce thème qui ne doit pas intéresser que les écologistes dans notre Assemblée. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur le Président Charles Guené. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord sincèrement remercier le groupe RDSE pour avoir introduit ce débat sur l'évolution des péréquations après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014. Indépendamment du souvenir du combat commun que nous avons livré ensemble, notamment lors des projets de loi de finances pour 2011 et 2012, je pense effectivement qu'il est primordial que nous puissions évaluer les dernières évolutions du mécanisme en place en pointant les tendances et peut-être les défauts, ce que je ferai dans un premier temps pour resituer ensuite ce dispositif dans la mutation profonde que vit notre système fiscal local. Je me bornerai à examiner ici la péréquation horizontale instituée par la loi de finances de 2011, bien que l'ensemble des dispositifs de péréquation actuels, y compris la traditionnelle péréquation verticale de la DGF, concourent par l'existence d'une enveloppe normée au mieux désormais figée, à redistribuer les richesses entre les collectivités elles-mêmes. J'ajouterai qu'il serait sans doute utile que nous puissions disposer d'analyses chiffrées et d'outils de simulation dans une démocratie comme la nôtre, après plusieurs années de mise en œuvre. Faute de cela, je resterai donc assez général. Je commencerai naturellement par le FPIC qui intéresse le bloc communal, comme vous le savez. Le législateur a choisi de rétablir en 2014 la programmation initiale pour atteindre 2% des recettes, soit 1 milliard. Le FPIC passe donc de 360 à 570 millions en 2014. Nous dirons prosaïquement que cet effort n'est pas neutre en la période vécue. Pour ce dispositif qui met à contribution les territoires intercommunaux dont le potentiel financier est supérieur à 0,90 de la moyenne, après une tentative infructueuse de porter ce coefficient à 1, je rappellerai que depuis 2013, le revenu moyen par habitant est venu s'ajouter comme critère de prélèvement. Pour déterminer le montant du prélèvement, la loi de finances pour 2014 a choisi de modifier l'indice synthétique en faisant passer le poids du revenu
de 20 à 25% et en abaissant le potentiel financier de 80 à 75%. Il va de soi que cette inclinaison favorise les territoires qui affichent un faible revenu par habitant. Notons dans ce cadre que pour l'Île-de-France, où la contribution alors ajoutée à celle du SRIFT, je m'excuse des appellations, était jusqu'alors plafonnée à 11%, et maintenant vous savez que cela passe à 13%. Comme nous agissons sur une enveloppe fermée, cela allégera la contribution des non plafonnés d'autant. Précisons toutefois que le plafonnement joue sur les recettes fiscales, contrairement au prélèvement, qui se réfère au potentiel financier, ce qui favorise ceux qui appliquent des taux faibles. Venons-en maintenant au reversement du FPIC. Le seuil d'effort fiscal pour bénéficier du reversement a été porté à 0,80% en 2014 au lieu de 0,75 et il sera relevé à 0,9 en 2015. Cette disposition élimine de son bénéfice ceux qui font le moins d'efforts et renforce la dotation de ceux qui restent éligibles. Nous pourrions ici conclure que les dispositions posées vont dans le sens d'une meilleure appréhension des inégalités et d'un durcissement du principe « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je ferai cependant observer que nous devons rester extrêmement vigilants dans la manipulation de ces critères. En effet, en pinçant le dispositif aux deux extrémités, c'est-à-dire en faisant contribuer un nombre restreint de territoires les plus riches par le relèvement du critère de prélèvement et en limitant dans le même temps les bénéficiaires du reversement en relevant l'effort fiscal comme critère d'éligibilité, nous prenons le risque de l'asphyxier. Peu de contributeurs et peu de bénéficiaires, les uns très prélevés et les autres très dotés. Cette orientation pourrait faire perdre de l'efficience à la globalité du système en le concentrant sur un petit segment, tuant ainsi le dispositif. Ceci d'autant plus que les critères utilisés de potentiel fiscal et financier reposent pour l'instant sur des valeurs locatives non révisées, donc approximatives, et que les critères de charge basés sur le revenu par habitant ne font pas consensus. Je vous rappelle à cet égard que certains pensent à introduire les loyers et que l'idée de reste à charge fait son chemin. Je souhaite à cet égard verser au débat la notion d'effort énergétique global qui est utilisée par ERDF et qui rajoute au loyer les dépenses d'énergie et de mobilité. Ça pourrait rééquilibrer l'approche territoriale entre l'urbain et le rural. Enfin, se pose la question de l'ajout à la péréquation du prélèvement dit des 2 fois 1,5 milliard au titre de l'effort des collectivités, qui est souvent ressenti comme une double peine par les contributeurs. Le choix d'un prorata des ressources de fonctionnement n'est sans doute pas étranger à ce ressenti, qui lui reproche une double accentuation de la péréquation. On est cependant en droit de se demander si un prélèvement au prorata de la DGF n'aurait pas eu, quant à lui, un effet contre-péréquateur. Bon. Enfin, je dirais un mot du SRIFT, même si je ne suis pas le spécialiste patenté, et je ne vois pas M. Dallier aujourd'hui, et qu'il s'agit d'un fonds de péréquation localisé. Rappelons que ce fonds de 230 millions en 2013 passe à 250, avec un objectif de 270 en 2015. Les contributions d'éligibilité restent identiques à l'an passé, mais le calcul du prélèvement a été sérieusement modifié par la loi de finances. Du seul critère du potentiel financier, l'indice du prélèvement a évolué vers le composé d'un écart relatif entre le potentiel financier moyen, à hauteur de 80%, et d'un écart relatif au revenu moyen par habitant, référence Île-de-France, à hauteur de 20%. Donc, si le SRIFT bénéficie de nombreux systèmes de lissage et plafonnement sur les hausses d'une année sur l'autre, on comprendra que cette modification va venir alléger la charge sur les territoires aux revenus des habitants les plus faibles. Les réserves précédentes de certains concernant le choix de ce critère sont ici moins pertinentes s'agissant de collectivités à une typologie de charge plus homogène. Je m'arrêterai à cet instant sur la péréquation départementale, qui fera sûrement l'objet de développements autres par mes collègues, qui a subi plus encore de substantielles modifications en loi de finances 2014. Je crois utile de rappeler ici la sédimentation péréquative, avant d'aborder des dispositions pour 2014. Outre les dotations de fonctionnement minimales et la DPU, qui sont aujourd'hui bien connues, je vous rappelle que nous avions institué en 2012 et 2011 un fonds sur les DMTO et un fonds sur la CVAE qui, comme chacun le sait,
n'ont pas donné entière satisfaction. La loi de finances pour 2014 établit quant à elle 4 systèmes de péréquation nouveaux pour les départements. Le premier en creux, si j'ose dire, car il s'agit d'un prélèvement institué pour la participation à l'effort de prélèvement d'1,5 milliard des collectivités et qui porte sur 476 milliards, est effectué par le biais d'un indice synthétique basé sur les écarts moyens entre le revenu par habitant et avec le taux d'imposition foncier comparé aux moyennes nationales. Le second et le troisième fonds sont destinés à compenser le reste à charge des 3 allocations de solidarité. Ils se subdivisent en un fonds de 830 millions d'euros de restitution des frais de gestion sur les propriétés bâties perçues par l'État, alors proportionnellement assis pour 70% sur le reste à charge sur les allocations et 30% en fonction de l'indice des ressources et charges. Alors, je ne vous développe pas, ça tient compte d'un revenu moyen par habitant des 3 allocations. Bon, bref, un système de pondération vient réguler l'ensemble, sans tenir compte toutefois de la population, ce qui, indirectement, avantage les départements les moins peuplés. Le troisième fonds est assis sur les DMTO, sur lesquels il prélève 0,35 des transactions immobilières sur le produit perçu l'an passé, soit 570 millions, et qui autorise une hausse de 3,8% jusqu'à 4,5% du taux de DMTO pour financer le prélèvement. Ce fonds a donc un effet à la fois sur lui-même, mais aussi sur le premier fonds de DMTO, qu'il peut réabonder en complément jusqu'à un certain plafond. Voilà. Alors, pour la redistribution, je vous ferai grâce du détail, mais je vous dis simplement que le potentiel fiscal qui sert à la déterminer est curieusement corrigé de l'effet de la réforme de la taxe professionnelle, ce qui ne manque pas d'interpeller une certaine logique. Vous aurez une idée plus complète ainsi de la complexité du système mis en place. Je ne vous parlerai que brièvement du quatrième fonds, le FS-DRIF, qui a été fixé à 60 millions et qui concerne les 8 départements de l'Île-de-France. Il est basé sur le potentiel financier, le revenu par habitant, la proportion des bénéficiaires du RSA et des allocataires logement. Alimenté par les départements dont l'indice est supérieur à 95% du médian, le prélèvement ne peut pas dépasser 10% des recettes de fonctionnement et un département ne peut pas contribuer au-delà de 50%. En clair, le plafond joue donc pour les Hauts-de-Seine et le fonds est essentiellement destiné à la Seine-Saint-Denis. Rassurez-vous, j'en ai terminé de l'explication de cette belle mécanique péréquative et encore, j'ai sauté quelques passages. Aussi en terminerai-je par quelques considérations prospectives. Je crois qu'en dépit de la complexité, il faut se garder de jeter le bébé avec l'eau du bain et porter au crédit des dispositions mises en place qu'elles répondent à l'heure actuelle pour une large part à une situation d'urgence due à la crise économique que nous subissons et aux mesures contributives imposées par l'effort économique demandé aux collectivités. Il serait d'une courte vue coupable de penser qu'elles ne sont que la résultante de la réforme de la taxe professionnelle. En réalité, notre système fiscal à bout de souffle est aujourd'hui aux limites du supportable d'une mutation qui s'achève. Je crois que tous les chercheurs et les praticiens qui se penchent lucidement sur le berceau en conviennent et des parlementaires que nous sommes seraient inspirés d'en prendre la mesure. Encore faut-il poser correctement le débat. Nous devons constater que depuis 30 ans, notre système a évolué vers un système de dotation, alors que l'illusion d'une autonomie fiscale issue d'une autre époque s'est insinuée avec la libéralisation de l'emprunt local. Nous sommes en réalité progressivement entrés dans un système de globalisation de subventions opaques et la crise économique ajoutée à la dette provoquée par un déficit budgétaire récurrent est devenue insupportable, a posé la nécessité d'un premier choc. Ce fut celui de la réforme constitutionnelle de 2003. Le besoin de redéfinir l'autonomie financière est né de l'ambiguïté d'un système devenu la juxtaposition de ressources après que les quatre vieilles aient été vidées de leur substance. La suppression de la part salaire est ensuite venue définitivement condamner la taxe professionnelle. Cette réforme a imposé la spécialisation fiscale par niveau. Dès lors, nous voyons bien qu'il convient d'asseoir l'établissement d'une fiscalité partagée entre l'État et les collectivités en adoptant une gestion systémique. Les impôts locaux classiques doivent être, pour l'essentiel, remplacés par des impôts nationaux qui évolueront en fonction de la croissance réelle et, bien sûr, seront corrigés par une nécessaire péréquation entre les territoires qui ne
qui ne la maîtrisent plus, qui ne maîtrisent d'ailleurs plus ni leur destin, ni les croissances asymétriques qui se sont fait jour. La recherche des bons critères en sera une clé de voûte. Une telle révolution ne peut se concevoir qu'à deux conditions. La première, c'est que les uns, abandonnant leur approche trop centralisatrice, cessent de considérer les collectivités comme une variable d'ajustement, et que les autres, délaissant une autonomie béate et relevant d'un Moyen-Âge fiscal, prennent la mesure des défis internationaux qui nous attendent et que l'on s'accorde ensemble dans une gouvernance systémique de concertation et de décision. Il s'agit là de refonder la gestion financière publique locale et aussi nationale, qui devrait inévitablement s'interroger sur la qualité de la dépense de manière plus approfondie. Enfin, deuxième condition, je partage l'idée avec d'autres qu'un tel challenge, qui devrait bien entendu fixer le préciput pour chacun sur la part d'impôt qu'il recevrait et qui serait affectée au remboursement de la dette, et il doit faire l'objet de cela doit faire l'objet d'une disposition constitutionnelle garantie de la pérennité du système, même si, comme le dit le professeur Herzog, l'autonomie ne désigne pas un État, mais plutôt un moment transitoire caractérisé par des insuffisances et une imperfection dont le dépassement attendu fera basculer dans un État stable, aux traits mieux affirmés et promis à la permanence, l'indépendance ou souveraineté par exemple, ce qui est à la fois contraignant pour l'heure, mais aussi rassurant dans le temps. Je vous remercie pour votre attention et je vous prie de m'excuser d'avoir sérieusement dépassé. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Pierre Jarlier pour 11 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette initiative parlementaire d'un débat en séance publique sur l'évolution de la péréquation est la bienvenue, car le Sénat ne s'est pas donné l'opportunité de le faire lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2014 et encore moins en 2013. Avec la réforme de la taxe professionnelle, la crise qui se prolonge, le gel puis la baisse des dotations de l'État, nos finances locales ont subi des bouleversements répétés ces dernières années. Dans ce contexte particulièrement tendu, la question de la réduction des écarts de richesse entre les collectivités devient incontournable et il y a au moins une raison essentielle à cette priorité. Les collectivités les plus fragiles subissent de plein fouet ces nouvelles contraintes et risquent d'être confrontées à de grandes difficultés si la solidarité nationale ne joue pas pour elles. Le chantier de la péréquation est donc un chantier capital. D'autant que la diminution des dotations inscrites dans la loi de finances pour 2014 est appelée à être reconduite en 2015, sans parler des 50 milliards d'euros d'économies nouvelles qui s'annoncent et qui risquent de peser sur le budget des collectivités. Qu'en est-il aujourd'hui de la péréquation au sein du bloc communal ? La part de la péréquation verticale dans la DGF a fortement augmenté entre 2004 et 2013 pour atteindre maintenant 25%, ce qui est assez considérable. Néanmoins, son efficacité reste à prouver car la performance de la péréquation verticale a diminué depuis 2001 pour les communes et d'ailleurs également pour les départements. Il y a plusieurs raisons à cette situation. La première, c'est qu'en l'absence d'augmentation de la DGF, les montants qui sont affectés à la péréquation dépendent désormais directement d'un prélèvement sur une partie de leur dotation. Autrement dit, le financement de la solidarité nationale en faveur des collectivités les plus fragiles est assuré par une baisse d'une partie de leurs ressources. La péréquation verticale n'est donc pas autre chose aujourd'hui qu'une redistribution interne d'une part de la DGF. Concrètement, le renforcement de la péréquation verticale s'est traduit par des baisses du complément de garantie. Entre 2012 et 2013, le nombre de communes concernées par cette diminution est passé de plus de 3 800 à plus de 14 000. Et il faut s'attendre au moins à la même chose cette année. Je rappelle que le complément de garantie peut constituer jusqu'à 50% de la dotation de base de la DGF d'une commune. Et il est très différent selon les communes et sans doute aussi sans réel lien avec leur richesse actuelle, puisqu'il s'agit d'éléments historiques. Pour financer la péréquation verticale, l'État reprend donc d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Il y a une deuxième raison à ce manque d'efficacité. C'est la dilution des montants qui lui sont affectés et son ciblage insuffisant, malgré des évolutions positives dans ce sens. S'agissant de la dotation de solidarité rurale, sa part péréquation en 2013 a profité à 34 590 communes pour seulement 490 millions d'euros, qui représentent moins de 2,15% de la DGF communale. Son effet péréquateur reste donc à démontrer. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit au Sénat, en 2011, sur ma proposition et celle de François Marc,
a créé une part ciblée de la DSR en faveur des 10 000 communes les plus pauvres de France. La loi de finances pour 2013 a amélioré considérablement ses modalités d'attribution en introduisant un critère de revenu par habitant dans ses conditions d'éligibilité. Cette mesure, qui prend en compte la fragilité du territoire associée à celle de la commune, a permis de renforcer son caractère péréquateur. J'ajoute, parce qu'il faut bien dire les choses quand elles vont bien, qu'en 2013, à l'issue du vote de la loi de finances et des choix du CFL, la DSR cible a augmenté de près de 58%, ce qui fait déjà une dotation de péréquation efficace. Un mot sur la DSR Bourg-Centre. 4 057 communes en ont bénéficié en 2013 pour un montant global de 361 millions d'euros. Avec cette part de DSR, ce sont les charges de centralité auxquelles doivent faire face les communes qui sont prises en compte. Les chefs-lieux de canton, les petites villes y tiennent beaucoup parce qu'elles assurent très souvent des services de proximité qui profitent à l'ensemble de leur bassin de vie. Et sur ce point, Madame la Ministre, nous avons besoin d'être rassurés. Même si ce problème ne se posera pas avant 2017, beaucoup d'élus nous ont interpellés pour connaître le sort de la DSR Bourg-Centre lorsque leur commune, intégrant un nouveau canton plus grand, ces fameux cantons, n'est plus considérée comme chef-lieu de canton. Une évolution qui pourrait provoquer la suppression pure et simple de cette dotation, alors même que les dépenses de centralité resteraient à leur charge. Sur ce point, la Commission des finances du Sénat avait, sur ma proposition et celle de Jean Germain, proposé une disposition qui permettait son maintien au-delà de 2015. Alors, voilà une bonne occasion, Madame la Ministre, de vous interroger sur cette question qui inquiète à juste titre de nombreux élus. J'en viens à la fameuse péréquation horizontale qui a suscité de si nombreux commentaires et qui monte en charge au même rythme que le mécontentement des contributeurs. Pour 2014, malgré la baisse annoncée des dotations, la montée en puissance de cette solidarité financière entre les collectivités a été maintenue. Dans le même temps, une augmentation du poids du critère de revenu par habitant dans le calcul des prélèvements a permis une meilleure prise en compte de la fragilité de certains territoires, notamment en zone rurale. C'était une proposition du Comité des finances locales que je défendais et elle s'avère efficace. Il faudra néanmoins s'interroger sur l'opportunité d'aller plus loin, ou tout du moins d'éviter des effets de seuil produits par le déclenchement brutal du prélèvement à partir d'un potentiel financier agrégé supérieur à 0,9 de la moyenne nationale. Ce déclenchement brutal pose problème et mérite, je crois, d'être corrigé. De la même façon, se pose une autre question essentielle dans les modalités de mise en œuvre du FPIC. C'est celle de l'effort fiscal. Comment en effet bénéficier de la solidarité de son voisin si chacun ne fait pas déjà l'effort chez lui de mobiliser au moins moyennement la solidarité sur son propre territoire? Il faudra donc veiller à maintenir la progression de l'effort fiscal déjà prévu pour 2015 dans la dernière loi de finances. Enfin, la question de la répartition du FPIC au sein de l'intercommunalité entre communes mérite d'être posée. Pourquoi? Tout simplement parce que le nouveau mode d'élection des conseillers communautaires induit l'arrivée de la représentation des minorités issues des conseils municipaux. C'est une excellente chose pour notre démocratie locale, évidemment. Néanmoins, les règles actuelles nécessaires à la répartition du FPIC, dont certaines nécessitent l'unanimité, devront sans doute évoluer pour éviter certains blocages. Je conclurai cette première partie de mon propos par une remarque et deux suggestions. Tout d'abord, dans la perspective de la baisse des dotations de l'État aux collectivités, la montée en puissance de la péréquation horizontale sera de plus en plus incertaine. Tout simplement parce que le consensus nécessaire à son augmentation sera sans doute difficile à trouver. Alors, dans ce contexte, ne faudrait-il pas moduler à l'avenir la baisse des dotations au regard de la capacité contributrice des collectivités? C'est une question qui mérite d'être posée si nous voulons éviter que ne se creusent encore les écarts de richesse entre les communes. Enfin, c'est peut-être aussi au sein même des composantes de la DGF qu'il faut trouver les moyens de mieux prendre en compte les territoires et leurs spécificités. Je pense à la dotation de base des communes, dont la méthode de calcul qui fait intervenir un coefficient logarithmique pourrait utilement être revue. Je pense aussi à la dotation superficiaire, qui est restée très faible et qui n'est pas actuellement en mesure de rémunérer équitablement les charges d'entretien de l'espace auxquelles ont à faire face les communes, et notamment en montagne. Et je pense enfin à la dotation d'intercommunalité dont les écarts entre communautés d'agglomération et communautés de communes ne sont pas du tout adaptés à la réalité des compétences exercées aujourd'hui. Un mot pour terminer au sujet de la péréquation départementale.
Madame la ministre, vous le savez, les changements, et ça a été rappelé plusieurs fois ici, les changements des critères d'attribution du Fonds national de péréquation des DMTO qui ont introduit la notion de revenu par habitant pondéré par la population. Et cela a profondément ému les élus. Cette disposition, inadaptée à la diversité des territoires, a fortement pénalisé les départements ruraux. Dans le même temps, les départements se sont trouvés confrontés à un effet de ciseau entre l'augmentation de leurs dépenses à caractère social et une tension sur leurs ressources, notamment due aux effets de la réforme de la taxe professionnelle. Face à la vive émotion des élus, le gouvernement a mis en place des mécanismes compensatoires en prolongeant le fonds d'urgence, en créant un prélèvement de solidarité et en affectant une nouvelle recette de 827 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances pour 2014. Mais il faut bien reconnaître que si certains départements s'y retrouvent, d'autres, au contraire, revendiquent encore une meilleure prise en compte de leur situation particulière. Donc, comme on dit, le compte n'y est pas. S'agissant du prélèvement de solidarité issu du déplafonnement des DMTO, il pose quand même à nouveau la question des inégalités de situation entre les territoires et fait peser sur le contribuable un risque de double peine pour les départements ruraux à faible base fiscale. Dans ces conditions, il serait plus équitable de ne pas prélever ces départements déjà pénalisés par leur handicap. Par ailleurs, la question du changement des critères injustes retenus pour l'attribution du fonds historique de péréquation des DMTO reste d'actualité, tout comme celle de la nécessaire simplification de ces dispositifs de solidarité. J'avoue que malgré toutes les explications qu'on peut donner à nos élus, ils ont quand même du mal à s'y retrouver. Donc il faudrait simplifier et clarifier. Pour le calcul du prélèvement de solidarité, un nouveau potentiel fiscal a été défini et je salue cette avancée, car beaucoup d'entre nous se sont mobilisés sur cette question. Sa définition, à l'issue de la réforme de l'ATP, avait généré un bouleversement dans le classement des richesses des départements et il est donc urgent de la revoir pour le calcul de l'ensemble des dotations de péréquation. J'avais déposé une proposition de loi dans ce sens, co-signée par mes collègues du groupe UDI, car c'est un sujet essentiel pour répondre aux préoccupations des territoires les plus fragiles. S'agissant enfin de la répartition des 827 millions d'euros, si le critère du reste à charge est sans doute légitime, il est insuffisant. Et de toute façon, l'évaluation des efforts consacrés par le département pour maîtriser ses dépenses d'aide sociale devrait aussi compter dans les calculs de répartition du fonds. En effet, avec les critères actuels, un département vertueux en termes de gestion de ses charges à caractère social se trouve donc pénalisé. Et par ailleurs, la fragilité de certains départements ruraux, notamment en moyenne montagne, devrait être mieux prise en compte avec une augmentation des critères de charges qui pèsent sur eux, comme celui, par exemple, du revenu par habitant, insuffisamment pris en compte, à mon sens, pour l'instant. Autant de sujets qui nécessitent, Madame la Ministre, la poursuite du travail collectif, engagé l'an dernier d'abord avec le CFL, puis malheureusement seulement avec l'Assemblée nationale, en espérant, même s'il est un peu tard pour faire des vœux, que cette année, le Sénat pourra y contribuer activement. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Gérard Miquel pour 8 minutes. Madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2003, la péréquation est un objectif à valeur constitutionnelle. L'article 72.2 de la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités. Les sénateurs socialistes se sont toujours battus pour développer des mécanismes de péréquation verticale, dotation de l'État, et horizontale entre collectivités. La péréquation atteint aujourd'hui 10 milliards d'euros. Elle est en forte progression ces dernières années. Au regard des marges de manœuvre fiscales et financières qui devraient durablement être contraintes dans les prochaines années, la question du devenir de la péréquation sera stratégique pour les finances locales. Le pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013 a acté la poursuite de la montée en puissance de la péréquation dans le cadre de la loi de finances pour 2014, malgré la baisse des dotations de 1,5 milliard d'euros pour cette même année. Les péréquations verticales DSU, DSR et horizontales FPIC, fonds départementaux, continuent de progresser en 2014. Vous savez, Madame la Ministre, que dans de nombreux domaines, et dans celui de la péréquation, notre capacité d'imagination est sans limite. Ainsi, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 16 fonds de péréquation dont la complexité n'a d'égal que son manque de lisibilité. Aussi, au moment où nous allons travailler à une réforme de la DGF,
Nous devons aller vers une simplification qui donnera plus de lisibilité et permettra à tous les élus de comprendre des mécanismes qui, au fil du temps, sont devenus extrêmement complexes et profondément injustes. Une part importante de la DGF devrait d'abord être attribuée de façon égale à l'habitant. Aujourd'hui, les collectivités rurales perçoivent beaucoup moins à l'habitant que les collectivités urbaines, et pourtant, les habitants sont moins nombreux et ils ont des charges de services très importantes. Je pense aux routes, par exemple. Dans certains départements, nous avons 24 km de routes à l'habitant. Et dans d'autres, le haut débit que nous devons mettre en place pour mettre à égalité nos concitoyens, nous devons le payer. Alors que dans les départements à forte densité de population, les opérateurs arrivent, font les travaux, sans que les collectivités aient à intervenir. C'est là un manquement au principe d'égalité. Que dire des dotations aux intercommunalités? Nous avons constitué en premier les intercos rurales, car là, nous étions confrontés à la faiblesse des ressources de ces territoires. Nous avons donc une obligation de mutualisation. Il a fallu la loi Chevènement pour entraîner les grandes agglomérations dans l'aventure de l'interco, avec une dotation à l'habitant particulièrement élevée, donc très incitative. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui des écarts très importants entre les petites et les grandes communautés. Quand nous voyons que certaines de ces grandes intercos redistribuent aux communes une très grande partie de ces dotations, est-ce bien là l'esprit de l'intercommunalité? La remise à plat est devenue indispensable, par souci de justice et pour répondre à l'esprit de l'article 72.2 qui nous rappelle le principe d'égalité. Les départements, Madame la Ministre, vous savent gré des mesures prises au travers de 2 enveloppes de 827 millions d'euros. Oh, mais je vais m'expliquer, mon cher collègue. 827 millions d'euros venant des frais de recouvrement des impôts locaux et 568 millions d'euros provenant d'un prélèvement de 0,35 sur les DMTO. Tout ceci pour apporter une compensation sur les dépenses des 3 AIS et leur reste à charge. Votre volonté de réduire les écarts du reste à charge à l'habitant est louable. C'est à mes yeux, sur ce sujet, qui nous préoccupe depuis longtemps, le seul critère qui vaille. Les critères de répartition que vous avez retenus, mariant le reste à charge et des éléments de richesse, nous ont permis d'obtenir des résultats extrêmement intéressants. Là, nous sommes sur une compensation péréquée. Le potentiel fiscal et les recettes de droits de mutation, on a tenu compte de ces 2 éléments pour la répartition. Aussi, l'an prochain, si vous souhaitez améliorer la péréquation, je vous suggère, Madame la Ministre, de prélever non pas 0,5%, mais 0,7% sur les DMTO, et ce sans plafonnement, afin de baisser à nouveau le reste à charge à l'habitant et d'en réduire les écarts qui sont encore, même s'ils ont été diminués, un peu importants. Compte tenu de la disparité des recettes de DMTO, il me semble indispensable de maintenir un système de péréquation en cumulant les 2 fonds avec un prélèvement général du même pourcentage pour tous, sans plafonnement, je viens de vous le dire. Ce fonds devrait être réparti en prenant en compte des critères objectifs de richesse, de charges et d'effort fiscal. Si dans quelques semaines, nous confortons les départements dans leur rôle de mise en œuvre des solidarités sociales et territoriales, il faudra tenir compte des écarts de richesse et mettre en œuvre des fonds de péréquation adaptés afin de leur permettre d'assurer le financement de ces compétences dans des conditions justes et égales pour tous les citoyens, qu'ils soient ruraux ou urbains. Le critère d'effort fiscal devra être pris en compte. C'est un bon indicateur en le croisant avec le potentiel fiscal. La révision des bases est nécessaire. Repoussée par manque de courage politique, elle est urgente, en particulier pour les départements qui perçoivent le foncier bâti, aujourd'hui réparti de façon très injuste. Je voudrais, Jacques Mézard m'a cité, mon ami Jacques Mézard m'a cité, il est élu du Cantal, mais il est aussi un peu lotois. Alors, il connaît bien les 2 départements. Oui, mon cher collègue, j'ai fait du lobbying auprès de mes collègues à l'ADF. Pourquoi? Parce que nous étions partis à l'ADF avec une répartition
qui prenait en compte un pourcentage de RSA, un pourcentage d'APA et un pourcentage de PCH. Et quand on sait que d'un département à l'autre, ces pourcentages varient énormément, dans des départements comme les nôtres, mon cher collègue Jacques Mézard, le poids de l'APA est très important. Très important. Dans d'autres, c'est le RSA. Donc nous étions partis sur 60% RSA, 30% APA, 10% PCH. Et ça donnait des résultats qui étaient inadaptés à la diversité des situations. Pour tous les départements. Certains étaient très favorisés et d'autres étaient très pénalisés. Donc en prenant le reste à charge global à l'habitant, nous tenons compte de la population et nous tenons compte du vrai reste à charge. C'est ce que nous avons soumis à l'ADF comme proposition au gouvernement et c'est ce qui a été retenu. Alors, les écarts ont été considérablement réduits. Nous étions partis le plus bas, l'Essonne à 64 €, les Hauts-de-Seine tout près. Les plus élevés, la Guadeloupe, la Réunion, l'Hérault, au-dessus de 159 €. Alors, vous avez fait cela, Madame la Ministre, dans une période de difficultés financières particulièrement difficile. Ces difficultés sont liées à la conjoncture économique et à la dérive à laquelle nous avons assisté au niveau des financements de ces 3 AIS depuis des années. Qu'avions-nous auparavant? On nous faisait l'aumône. En 2011, nous avions eu 160 millions d'euros répartis au doigt mouillé, sans critères. Oui, mais certes, en 2011, que je sache, le gouvernement, c'était M. Fillon. 160 millions d'euros, mais répartis, on ne sait pas trop comment, et on avait eu... la Corrèze, que je sache, n'était pas de la couleur du Premier ministre, politiquement. Alors, cette fois-ci, la répartition s'est faite avec des critères objectifs. Objectifs. Attendez, je vais vous donner des chiffres, mes chers collègues. Avant, 160 millions d'euros. En 2012, rien du tout. En 2013, 170 millions d'euros. Et en 2014, enfin, une prise en compte de ces situations les plus difficiles, 827 et 568 millions d'euros. On n'avait jamais eu autant, Madame la Ministre, merci. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Mon cher collègue Jacques Mézard, le Cantal était à 115 € à l'habitant, il est aujourd'hui à 70. Nous sommes à égalité parfaite. Le Lot était à 152, à l'habitant, nous sommes à 70. La Corrèze était à 135, elle est à 74. L'Aveyron, Madame la Ministre, était à 146, ça ne vous a pas échappé, et l'Aveyron est à 76 € à l'habitant. Les Ardennes étaient à 126 € et aujourd'hui à 71 € à l'habitant. Vous voyez que la fourchette des 70 €, nous y sommes. Sur les 3 AIS, c'est ce que nous avons compensé. Alors, le Loiret, mon cher collègue, le Loiret, non, j'ai demandé quelques renseignements. Le Loiret était à 90 €, est aujourd'hui à 69 avec les mesures qui ont été prises. Ah, je l'ai pas pris, monsieur Sido, je l'ai pas pris, mais je pourrais l'avoir très rapidement, vous savez. Alors, quand on sait que on a réduit les écarts considérablement, c'était quand même là l'objectif. Et il y en a toujours des écarts. Ah, mais il en manque. Mais mon cher collègue, si vous aviez, quand vous étiez au pouvoir, pris des mesures comme celles que nous avons prises là, on aurait avancé beaucoup plus et nous aurions complété. Et aujourd'hui, les écarts seraient beaucoup plus réduits. Vous ne l'avez pas fait. Ne critiquez pas un gouvernement qui a fait une avancée importante
pour compenser les 3 AIS. Il nous reste du chemin. C'est avec une augmentation du prélèvement sur les droits de mutation que nous pouvons y parvenir, et ce sera juste pour l'ensemble des départements de France et leurs habitants. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Bruno Sido pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, responsabiliser tous les acteurs et faire de l'économie une nouvelle vertu publique, une condition d'indépendance et presque de souveraineté pour notre pays et l'Union européenne, voilà un défi à la hauteur d'un Parlement qui tient pleinement sa place. Parce que les mots ont un sens, cessons enfin de parler de crise pour désigner une mutation profonde de notre modèle de société, bâti à crédit sur un État-providence, aujourd'hui acculé à la réforme, presque heureusement contraint à l'action, devrais-je ajouter. La structure politique, administrative et territoriale ont longtemps paru déconnectées des réalités économiques et, année après année, décennie après décennie, par lâcheté, par conformisme, par insuffisance de culture économique, nous avons fait du déficit public la variable d'ajustement de l'immobilisme et donné l'illusion à nos concitoyens qu'en ne changeant rien, notre situation resterait stable et nos perspectives d'avenir préservées. C'est tout le contraire qui s'est produit. Au lieu d'efforts raisonnés mais continus, nous avons d'abord opté pour une forme de déni de réalité avant, aujourd'hui, de devoir, dans l'intérêt général, envisager des réformes sans doute plus dures, sans doute aussi plus violentes pour le corps social dans son ensemble, et notamment pour les jeunes, qui peinent à trouver leur place dans notre société. Pourtant, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme le disait si justement La Fontaine. Mais ce luxe, nous ne pouvons plus nous l'offrir. Il faut que tout change pour que rien ne change, comme le disait Lampedusa dans Le Guépard. Il faut réformer pour maintenir notre place dans le concert des nations. Le résultat, quel est-il aujourd'hui? La phobie collective devant la moindre réforme, la défiance en l'avenir et l'insuffisante confiance que nous plaçons en nous-mêmes. Surtout, la culture du conservatisme et la résistance au changement, propagée dans le corps social quand l'ouverture au monde commande l'audace d'aller de l'avant, presque de développer le goût du changement, de l'innovation, du renouveau. Mais ce qui fiche sans doute le plus notre société, c'est le sentiment d'injustice, ce poison qui nourrit les attitudes de repli. L'effort auquel la situation financière de notre pays nous appelle doit être partagé par tous pour être à la fois équitable et donc accepté, mais aussi efficace et donc salutaire pour les finances publiques. Plutôt que d'employer les termes savants de péréquation horizontale ou verticale, je préfère placer le débat sous l'angle de l'équité et de l'efficacité. Car au final, de quoi parle-t-on? De mécanismes de solidarité entre les collectivités d'une part, entre l'État et les collectivités locales d'autre part. Le budget 2014 associe les communes, intercommunalités, les départements et les régions à l'effort de redressement des comptes publics. C'est une bonne chose. Ici encore, l'effort doit être partagé également par tous. En 2014, les dotations de l'État reculent de 1,5 milliard, même chose en 2015. Les conseils généraux ont naturellement pris leur part du fardeau avec 746 millions d'euros. Cet effort, le gouvernement l'a rendu légitime par davantage de péréquation, c'est-à-dire d'équité. Pour aider les conseils généraux à faire face au coût des politiques sociales, qui représentent, rappelons-le, quelque 60% de leurs dépenses courantes, hors investissement, l'article 42 de la loi de finances leur transfère une ressource nouvelle, comme il a été dit, les frais de gestion sur la taxe foncière des propriétés bâties. 827 millions d'euros. Pourtant, cela ne va pas assez loin et encore une fois, nous avons cédé à la facilité. L'article 77 permet le relèvement des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO,
qu'on appelle plus simplement les frais de notaire, de 0,7 points du taux de plafond applicable. Les recettes fiscales des départements progresseraient ainsi de 930 millions d'euros en 2014. Mes chers collègues, naturellement, au Conseil général de Haute-Marne, je vous le dis tout de suite, j'ai utilisé cette possibilité. Je le reconnais bien volontiers. Rester vertueux quand on nous incite à commettre des entorses est en ce domaine, comme en d'autres, presque surhumain. Je forme le vœu, Madame la Ministre, que le gouvernement et toutes les collectivités locales qui lèvent l'impôt décident d'un moratoire fiscal de plusieurs années pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, pour nous contraindre à remettre à plat un modèle qui craque de toutes parts, pour enfin cesser de faire passer la France pour un épouvantail fiscal aux yeux des investisseurs internationaux. Je vous rappelle, moins 77% d'investissements étrangers en France en 2013. Que nous faut-il de plus? Le chiffre n'est-il pas suffisamment éloquent? Parce que la pression fiscale atteint des sommets, réduire la dépense publique suppose plus de péréquation pour plus de justice dans l'effort. Pour les communes et les EPCI, comme pour les départements, Madame la Ministre, a fait part de la volonté du gouvernement d'accroître la péréquation horizontale, c'est-à-dire le soutien des communes riches aux communes pauvres, des départements riches aux départements pauvres. Oui, mes chers collègues, mon propos manque sans doute quelque peu de nuance. Mais l'idée est tout de même qu'en matière de charges publiques, nous soyons tous égaux devant la loi. En ce domaine, le principe est à chacun selon ses besoins. Lorsqu'il s'agit en effet de mettre en œuvre pour le compte de l'État des politiques sociales, les départements où la population est plus âgée, plus en difficulté aussi du fait des mutations industrielles, font face à une demande de solidarité plus forte qu'en d'autres lieux, plus ensoleillés ou mieux dotés en sièges sociaux, par exemple. Ce constat vaut tout autant pour les communes et leurs groupements, d'ailleurs. À l'heure où la situation du pays commande des choix courageux, je voudrais inviter le gouvernement à l'audace réformatrice. Plutôt que d'instiller, pourquoi pas, on peut toujours essayer, plutôt que d'instiller telle ou telle légère évolution vers plus de péréquation, qu'elle soit horizontale ou verticale, questionnons le fondement même de l'édifice. Si l'autonomie financière est essentielle aux collectivités, moi je pose la question, je n'ai pas peur de le dire, l'autonomie fiscale a-t-elle encore un sens ? Disons-le franchement, ce qui fait la noblesse et le sens de l'action publique, c'est le service à nos concitoyens. Cela suppose d'avoir des moyens d'assumer ses responsabilités, certes, mais pas obligatoirement le droit de lever l'impôt. Nos voisins allemands ont un système fédéral où aucun des États fédérés, pas même la puissante Bavière ou le prospère Land de Hesse, ne dispose d'une véritable autonomie budgétaire. Ce sont pourtant les États fédérés qui disposent de certains attributs de souveraineté, gouvernement, pouvoir législatif, appareil judiciaire. Leurs compétences sont très vastes, police, culture, système scolaire, organisation des collectivités locales, et même en partage avec la fédération, le droit civil, le droit fiscal, la justice, la gestion de la fonction publique ou encore les transports. L'exercice de ces compétences étendues s'accommode très bien d'une quasi-absence d'autonomie fiscale. Leurs recettes proviennent pour l'essentiel d'impôts communs partagés au plan fédéral. Il existe un système de double péréquation horizontale entre lenders, dont l'objectif est de ramener les ressources fiscales des lenders les moins riches à 95% de la moyenne, et verticale en provenance de la fédération à destination des lenders les plus pauvres, avec un dispositif complémentaire en faveur des territoires de l'ex-RDA. Personne ne s'en offusque. Et lorsque l'État estime que sa contribution est excessive, un mécanisme constitutionnel lui permet de faire trancher le différend. Si une telle approche fait l'unanimité dans un État fédéral, pourquoi serait-elle si difficile à mettre en place dans la République, certes décentralisée, mais néanmoins unitaire, qu'est désormais la France? L'effet des politiques de péréquation, c'est-à-dire de solidarité entre les territoires, en serait grandement démultiplié et l'effort d'économie demandé aux collectivités mieux accepté car plus équitable. J'entends déjà les critiques. Bien sûr, la France et l'Allemagne sont très différents.
très complémentaires, et c'est très bien ainsi, mais l'exception française ne doit pas devenir synonyme de gaspillage et encore moins de déclin en Europe. L'État reste, à mon sens, le garant des grands équilibres territoriaux. À lui de jouer pleinement son rôle. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite des discussions générales, la parole est à Monsieur André Varetto pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier le groupe RDSE qui a pris l'initiative de ce débat sur l'évolution des péréquations communales, intercommunales et départementales après l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2014. Chacun aura compris que l'objet de notre séance n'est pas de remettre en cause le principe de la péréquation, qu'elle soit verticale ou horizontale. L'égalité des territoires suppose que des accompagnements financiers soient mis en œuvre pour les collectivités dont les ressources sont les plus faibles, alors même qu'elles ont des contraintes à assumer et que leur population doit bénéficier des mêmes services. Aujourd'hui, la péréquation est une exigence constitutionnelle. Une des vraies questions de ce débat, et sur laquelle je souhaite insister, porte sur la situation des collectivités soumises à la péréquation horizontale. En réalité, le débat doit être élargi à l'évolution des recettes des collectivités locales. En effet, depuis 2008, certaines d'entre elles ont connu une mutation sans précédent des ressources locales, avec une réforme de la fiscalité locale directe sans cesse ajustée, avec la suppression de la taxe professionnelle, une évolution des dotations de l'État à la baisse face à l'objectif de retour à l'équilibre des comptes publics et la montée en puissance du FPIC dans le cadre du nouveau schéma de péréquation. La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a conduit à la création de nouvelles impositions sur les entreprises en remplacement de ces dernières et, dans le même temps, à une nouvelle répartition de la fiscalité entre les différents échelons des collectivités. Le premier constat que l'on peut dresser est le moindre dynamisme des ressources qui remplacent la taxe professionnelle. Ainsi, les dernières prévisions sur le montant 2014 des produits de CVAE font état d'une baisse globale de 4,5 %. La réalité est aussi une grande instabilité du produit de la CVAE en fonction de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires des entreprises, ce qui rend encore plus aléatoire la lisibilité budgétaire. Par ailleurs, les mécanismes de compensation pour que les collectivités disposent du même niveau de recettes après réforme, le VGIR et le DCRTP, portent sur des montants figés pour les années à venir. La recette constituée par la DGF des communes, qui représente 16,5 milliards d'euros en 2013, connaît une baisse significative. L'enveloppe de dotation forfaitaire des communes est souvent caractérisée par un accroissement naturel de la dotation de base liée à la population et par une diminution des deux composantes utilisées pour assurer le financement interne de la DGF. En premier lieu, le complément de garantie et en tant que de besoin, la dotation de compensation par salaire TP. Cela a été évoqué. Ainsi, par exemple, en Savoie, en 2013, la dotation complémentaire garantie a diminué de 4,5 % et la compensation par salaire de 2,66 %. Dans le cadre de la péréquation, l'État majore certaines dotations, dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine. Pourtant, certaines communes sont devenues inéligibles du fait de la nouvelle définition des critères d'éligibilité depuis 2011, notamment à cause du mode de calcul du potentiel financier qui intègre une part des ressources de l'intercommunalité dans le potentiel financier communal, ce qui a conduit l'État, par la loi de finances 2012, à mettre en place un dispositif pour aider les communes devenues inéligibles avec une garantie de sortie dégressive sur 3 ans. J'observe que pour le département de la Savoie, les collectivités apparaissent plus riches à la suite de cette nouvelle définition des critères, alors même que leurs recettes ont fortement diminué. Certes, même si le nombre de communes éligibles diminue, certains considèrent que les critères d'éligibilité sont trop larges, le nombre de communes concernées serait trop important. Pour les communes, la contribution au redressement des finances publiques se traduit au niveau national par une diminution moyenne de 4,43 % de la dotation forfaitaire perçue en 2013 et pour les EPCI d'une diminution moyenne de 3,47 % de la DGF perçue en 2013. L'élément principal d'inquiétude est que la baisse des dotations est parallèle à la montée en puissance du FPIC pour les communes contributives dans le cadre du nouveau schéma de péréquation. Instauré par l'article 144 de la loi de finances pour 2012,
Ce dispositif, qui vise à corriger les inégalités de ressources entre collectivités du bloc communal, n'est pas remis en cause, car le constat est unanimement dressé de l'insuffisance des dispositifs de péréquation au sein de la DGF. Conformément aux orientations du pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 par le Gouvernement, sa progression suivra les objectifs de ressources suivants: 360 millions en 2013, 570 millions en 2014, 780 millions en 2015 et en 2016, 2% des recettes fiscales du bloc communal, soit 1 milliard d'euros. Calculé à partir du potentiel financier agrégé par habitant, auquel il est appliqué un coefficient afin de prendre en charge le rapport existant entre la population d'une collectivité et les charges qu'elle supporte, pour 75%, et pour 25% le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal. Ce qui pose problème, c'est bien cet indice synthétique de ressources et de charges qui a fait l'objet de larges débats, notamment au comité des finances locales. En effet, les communes parmi les plus pauvres participent également au prélèvement du FPIC, dès lors qu'elles font partie d'EPCI avec un potentiel financier agrégé important, alors qu'elles perçoivent dans le même temps, pour certaines, la dotation de solidarité rurale. Ce cas de figure illustre combien la diversité des critères rend difficilement lisible la péréquation. Il convient de trouver un dispositif pour protéger les communes pauvres qui font partie d'un EPCI contributeur au titre du FPIC. Par ailleurs, cet indice ne tient pas compte suffisamment des spécificités de territoire, car des fortes disparités existent en termes de charges, notamment dans les zones de montagne, qui doivent faire face à des dépenses plus conséquentes du fait de l'altitude. Ainsi, Madame la Ministre, permettez-moi de rappeler des chiffres que j'avais déjà eu l'occasion d'indiquer à l'occasion d'une question orale. Le coût de maintenance, d'entretien et d'exploitation annuel du réseau routier s'élève en moyenne à 10 000 € par kilomètre en haute montagne, de 5 à 6 000 € en moyenne montagne et de 3 à 4 000 € en plaine. Les surcoûts sont comparables pour la construction, l'organisation des secours ou la prévention des risques naturels. Afin de pondérer le prélèvement pour les communes de montagne, le critère de charge de voirie par habitant pourrait être intégré dans le mode de calcul. La longueur de voirie et la charge de la commune étaient un des critères de calcul initialement pris en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire de la DGF. Ainsi, certains territoires se trouvent confrontés à une baisse de la DGF concomitante à des prélèvements accrus au titre de la péréquation FPIC. Les impacts budgétaires sont particulièrement lourds. Une mise en cohérence des divers dispositifs est nécessaire afin d'éviter que les collectivités contributrices se trouvent moins riches que la moyenne. Il en va de même pour la péréquation entre les départements. S'il est légitime, et je le répète, que les départements les plus riches soient solidaires avec les départements dont les ressources sont les plus faibles, cette péréquation doit aussi tenir compte d'autres charges. Je vais prendre l'exemple du département de la Savoie. Si ce dernier va percevoir plus de 10 millions d'euros au titre de la faculté qui lui est offerte de passer les DMTO de 3,8 à 4,5 et du transfert des frais de gestion du foncier bâti, il doit reverser 8,5 millions au titre de la péréquation. Alors que dans le même temps, malgré un effort de rigueur sans précédent, les dépenses de fonctionnement augmentent de 8 millions d'euros. Il en va de même face à des dépenses très conséquentes d'investissement, notamment pour la voirie, du fait par exemple de la mise en sécurité des tunnels ou pour l'organisation des services de secours sur le territoire. Là aussi, d'autres critères de charge doivent être définis. Ainsi, les collectivités confrontées à des choix afin de supporter la minoration d'une part et les ponctions d'autre part devront soit diminuer les dépenses de fonctionnement, ce qui n'est pas simple en si peu de temps dans un contexte de crise économique qui accentue les demandes sociales, soit ne pas toucher aux dépenses de fonctionnement et voir son épargne diminuer, ce qui se traduirait par une baisse d'investissement, soit une hausse de fiscalité. Madame la ministre, ce tableau peut paraître apocalyptique, mais il est l'expression des réalités vécues au quotidien par les élus confrontés à la préparation de leur budget. Nul ne conteste la participation des collectivités à l'effort national de redressement des comptes publics. Personne ne remet en cause le bien-fondé de la péréquation. Encore faut-il raison garder, prendre en compte la spécificité des territoires, notamment ceux de montagne, qui assurent des charges spécifiques avec une population souvent peu nombreuse. Sinon, demain, c'est le principe même de la péréquation qui sera remis en cause. Le rythme de progression de la montée en charge du PIC doit aussi être ralenti et les critères doivent prendre en compte la diversité des charges que les collectivités doivent assurer. C'est la condition d'une péréquation juste et efficace que notre collègue Mazars appelle de ses vœux. Merci, mon cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à monsieur Éric Doligé pour 6 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue.
Monsieur le Président, Madame le Ministre, après Jacques Mézard qui a tout dit et fort bien dit, je vais essayer d'ajouter ma pierre à ce débat qui porte aujourd'hui sur la péréquation après l'entrée en vigueur de la loi de finances 2014. Ayant suivi de très près l'évolution des multiples discussions à tous les niveaux sur ce sujet, je m'attacherai uniquement à l'échelon départemental. En général, nous naviguons dans le grand flou, dans l'improvisation, dans l'approximation, chacun faisant sa propre simulation en fonction de ses propres critères. Qu'est-ce que cette fameuse péréquation? Elle peut être verticale ou est transversale. La verticale est une répartition effectuée par l'État qui choisit, selon certains critères, comment il va répartir ses propres dotations, de plus en plus maigres d'ailleurs. La transversale s'effectue au niveau d'une strate de collectivité. Les critères sont en général également définis par l'État. Nous constaterons que c'est la méthode qui vient d'être utilisée par l'État pour faire croire, à grand renfort de communication, qu'il était fort généreux, mais en réalité, il ne l'est qu'avec les propres moyens des départements. Il a pris aux uns pour donner aux autres. La péréquation créatrice d'équité, oui, personne ne pourrait aller contre. La péréquation créatrice d'inégalité, de choix partisans ou de démagogie, je dis clairement non. À l'analyse de ce que je peux constater sur le terrain depuis plusieurs mois, j'ai la conviction que l'État a penché pour la deuxième solution. Quelle est la situation des départements après la loi de finances pour 2014 ? L'origine de cette nouvelle péréquation remonte au pacte de confiance et de responsabilité annoncé le 16 juillet 2013 par le Premier ministre. Pour information, contrairement aux engagements, il ne reprend pratiquement aucune des propositions du groupe de travail de l'ADF sur les allocations individuelles de solidarité. L'État devait faire des propositions pour financer les restes à charge. Chacun doit savoir que c'est le RSA qui pèse le plus sur les budgets sociaux départementaux. Que le gouvernement reprenne le RSA, il n'y aura plus de problème d'argent entre nous. Or, que constatons-nous après l'adoption de la loi de finances pour 2014 concernant les deux ressources d'État nouvelles censées combler les insuffisances des AIS? Les critères d'éligibilité de reversement du fonds de péréquation des DMTO, introduits par la loi dans son article 78, sont des critères qui n'ont rien à voir avec les restes à charge des AIS. Il a été choisi le revenu par habitant, le potentiel fiscal et le niveau de DMTO. Par ailleurs, le reversement du fonds de péréquation introduit un abattement qui dépend du niveau de DMTO. Aucun de ces éléments n'a de relation avec la réalité de la charge sociale que la péréquation est censée couvrir. Par ailleurs, le reversement des frais de gestion de 830 millions sur la taxe sur le foncier des propriétés bâties, l'article 42, est le seul effort de l'État sur les 4,8 milliards de compensation qu'il avait reconnu être le montant indispensable pour compenser le dû au département. L'État a introduit un mécanisme de péréquation diluant la part du reste à charge du RSA. Au terme de 4 versions qui ont été successivement présentées après celle de l'ADF d'octobre 2013 et du choc de complexification qui en résulte, ces nouveaux mécanismes de péréquation sont devenus totalement illisibles, incontrôlables et de moins en moins équitables entre départements. Que s'est-il donc passé pour en arriver là? Le ministre, dans une négociation très politique avec monsieur le maire de Paris, a conclu un pacte de non-agression et a plafonné le prélèvement sur Paris département. La perte qui en résulte a été compensée par d'autres. Voilà, vous avez donc pu suivre ce débat sur l'évolution des péréquations. On en reparle ce soir dans le journal présenté par Delphine Gérard. Quand on est juré, on est une éponge. Pendant les heures et les heures que dure un procès.